Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 21 avril. Bienvenue dans ce nouveau journal. À la une ce soir. L'art du vitrail connaît-il ces dernières heures? Fait de verre et de plomb, les vitraux pourraient être amenés à disparaître dans les prochaines années. Une restriction européenne de l'usage du plomb pourrait compromettre l'avenir de cet artisanat. L'atelier du vitrail du Léman lance l'alerte. Et puis nous irons à Blois, dans l'Albanais, caresser et promener les lamas de Salagine. En cette période de vacances, les camélidés sont sortis par les touristes qui découvrent leur extrême gentillesse et par la même occasion, le site naturel de Crozani, Lucas Ruche les a suivis. Mais avant de développer ces titres, partons d'abord à Annecy où un hommage a été rendu ce jeudi matin aux victimes et aux héros de la déportation. En Haute-Savoie, 1233 personnes ont été déportées dans les camps de concentration entre août 1942 et juin 1944 et près de la moitié d'entre elles n'est jamais revenue. Sur le square des Martyrs, élus officiels et familles se sont réunis pour déposer des gerbes et se recueillir. Et Victoria Lopez était sur place. Elle a rencontré la présidente départementale de la Fédération des déportés et internés résistants et patriotes. Elle évoque l'importance de se souvenir encore et encore de ces victimes, surtout en cette période troublée. On l'écoute. Cette fédération a été créée dès le retour des survivants en 1945. Elle a beaucoup milité pour la reconnaissance des droits des survivants. Et ses valeurs morales n'ont pas changé, c'est défendre la paix, défendre la liberté, la fraternité, la solidarité. Et beaucoup de déportés ont disparu maintenant et ce sont les enfants qui ont grandi avec la FNDRP qui ont pris la relève. Le serment des survivants a été plus jamais ça et que l'oubli ne s'installe pas. Et je pense que les enfants, nous y sommes très sensibles. Et dans chaque commémoration, les enfants de déportés sont toujours présents. Ça nous touche plus particulièrement en ces temps difficiles où justement il y a des problèmes avec des historiens qui veulent réécrire l'histoire et avec une guerre qui est aux portes de l'Europe et on ne sait pas ce qui nous attend. Je vous le disais en titre, une menace plane sur les maîtres verriers. Ce métier qui allie précision et concentration sera bientôt visé par une interdiction de l'utilisation du plomb à l'échelle européenne. Les maîtres verriers sont aujourd'hui moins de 1000 en France. Ils risquent de ne plus pouvoir exercer si cette législation s'applique. Reportage de Manon Toiti à Villars-le-Grand. Mesurer, couper, détailler et assembler, ces gestes faits par les vitraillistes pourraient être amenés à disparaître. La Commission européenne a lancé une mise en consultation pour statuer sur l'interdiction du plomb en Europe. C'est un choix lié au risque de santé qu'il provoque. Seule ombre au tableau, impossible de fabriquer des vitraux sans ce matériau. Les maîtres verriers sont en colère puisqu'ils ne pourront plus les créer ni les restaurer. Nous, ça nous concerne au plus haut point parce que le plomb est un matériau qui fait partie de la construction du vitrail depuis des centaines et des centaines d'années. C'est la construction traditionnelle et ancestrale du vitrail. Et si on remet en cause l'utilisation de ce matériau, étant donné qu'à ce jour, il n'y en a aucun autre de substitution, ça veut dire qu'on programme la mort de la technique ancestrale et traditionnelle du vitrail au plomb. L'interdiction du plomb pèse aussi au-dessus de la tête des apprentis vitraillistes. Ici, les élèves sont en reconversion et s'apprêtent à rentrer sur le marché du travail. Inquiets, ils craignent d'avoir fait ces efforts et cette formation pour rien. Clairement, là, j'ai demandé ce matin à Marie-Do s'il fallait que je passe le CAP ou pas, parce que, mais bon, de façon ironique, mais parce que je vais le passer, mais ça interpelle, parce que je sacrifie un an, je vais loin de ma famille, un an pour se dire après, je vais ouvrir mon entreprise, elle va rester 2 ans, 3 ans, 4 ans, au bout de 5 ans, on va me dire on ferme parce qu'il n'y a plus de plomb, on n'a plus le droit d'utiliser le plomb, donc c'est un peu, c'est frustrant. Marie-Dominique et ses collègues ont lancé une pétition pour geler la mise en consultation et pouvoir continuer d'utiliser le plomb dans leur création. Pour elle, c'est une atteinte au patrimoine culturel et historique de laisser mourir l'art du vitrail français. C'est également aussi une partie de notre identité, parce que je dirais pas le vitrail est vieux comme le monde, mais presque en fait. Et du coup, je sais pas, c'est comme vous couper un bras, quoi. Comme vous couper un bras ou une jambe, ou vous faire l'affront de décider qu'une partie de votre histoire est terminée. On n'en parle plus. Voire pire, on
on la regarde s'effondrer. La consultation s'achèvera le 2 mai prochain. Si l'interdiction de l'utilisation du plomb est adoptée, ce sont 450 entreprises artisanales en France qui fermeront définitivement. Prenons un peu de hauteur avec mon invité du jour. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Reynaud, le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Bonjour. Bonjour. Votre fédération entretient près de 120 refuges à travers la France, dont 36 en Savoie-Mont-Blanc. Même si ces structures présentent un point commun, elles se situent en montagne. Les problématiques diffèrent au quotidien. C'est une gestion qui se fait au cas par cas. Oui, bien sûr. Vous savez, la question du refuge, c'est la question des sites isolés en montagne. Alors, on connaît tous l'attrait pour ces bâtiments. Mais pour nous, ces bâtiments ont d'abord un sens premier, c'est celui d'offrir la possibilité aux montagnards de s'abriter en cas de problème. Et donc, ces bâtiments sont parfois très hauts en altitude. Et donc, bien sûr, ces sites isolés génèrent tout un tas de problématiques. Mais bon, l'histoire fait que petit à petit, on a appris à régler les problèmes et puis on les règle tous ensemble avec l'ensemble des acteurs de la montagne. Alors, celui qui les règle et celui qui fait un refuge, c'est son gardien. Tous les postes ont été pourvus cette année. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour recruter ? Alors, il y a encore des recrutements qui sont en cours, parce que il y a tous les ans d'abord des recrutements parce qu'il y a des gens qui changent de vie, il y a des gens qui partent à la retraite, il y a des gens qui décident pour des raisons de famille d'arrêter. C'est un métier très exigeant, gardien de refuge. Donc, tous les ans, on opère un certain nombre de recrutements. Et c'est souvent des recrutements aussi en cascade, parce que quand un poste se libère dans un refuge, plusieurs gardiens qui sont en activité dans d'autres refuges postulent parce qu'ils ont aussi envie d'évoluer ou de garder un refuge un peu différent. Et nous, d'ailleurs, on les encourage à ça. Et donc, bien sûr, quand il y a un départ, ça génère plusieurs recrutements en cascade. Là, on va terminer une vague de recrutement qui était certes un peu plus importante cette année que les autres années, oui. La pandémie de Covid-19 a ralenti fortement l'activité ces 2 dernières années. Vous avez été fermé totalement, puis il y a eu des réouvertures partielles avec des capacités plus réduites pour accueillir les ascensionneurs. La FFCAM a perdu près de 3 millions de recettes ces 2 dernières années. Est-ce que c'est de l'argent que vous ne pourrez pas réinvestir dans les travaux de rénovation des refuges ? Oui, alors c'est pas la fédération qui les a perdus, c'est les refuges. Finalement, vous savez, la fédération, elle est un peu le porteur d'eau pour l'ensemble de la montagne française, puisqu'elle gère, c'est pas la seule à gérer des refuges en France, bien sûr, il y a plusieurs catégories de propriétaires. En revanche, c'est nous qui en gérons le plus, et on le gère pour l'ensemble de la communauté. Et donc, bien sûr, ces 3 millions de recettes en moins viennent retarder un petit peu les travaux, que ce soit les travaux d'entretien et surtout le plan de rénovation décennal que l'on a enclenché depuis 2017. Pour pallier, on n'a pas du tout interrompu le rythme des rénovations. On a emprunté pour essayer de continuer et d'assurer la mission que nous étions fixée et le timing. Et on espère bien sûr retrouver un niveau de recettes satisfaisant pour relancer la dynamique de nouvelles opérations de rénovation dès l'été prochain. Pourquoi c'est important de réhabiliter ces lieux qui sont pour la plupart difficiles d'accès ? D'abord parce qu'en montagne et en haute montagne, ils s'abîment. Il y a des contraintes qui sont très importantes sur les bâtiments. Donc les bâtiments sont soumis à tout un tas de sévices météorologiques divers et variés. Ensuite, parce qu'il faut les mettre aux normes, on essaie de faire en sorte que ce soit des bâtiments qui soient quasiment énergie positive, c'est-à-dire avec peu de consommation d'énergie, avec une grande sobriété, une grande efficacité dans ces questions-là. On essaie aussi d'apporter du confort, mais sans en faire des hôtels d'altitude, évidemment. Du confort pour ceux qui y séjournent, avec des espaces un petit peu réservés quand on vient en famille, qu'on ne soit pas forcément mélangé avec l'ensemble des publics. Et puis aussi du confort pour ceux qui y travaillent, comme professionnels de la montagne, les guides, les accompagnateurs, mais surtout aussi les gardiens de refuge et les aides-gardiens qui ont quand même besoin de conditions décentes. Et c'est vrai que le parc était très vieillissant et a besoin de travaux de rénovation conséquents. Alors justement, où est la limite entre un refuge qui est bien équipé et un hôtel d'altitude ? Ça reste de l'hébergement collectif. Un refuge reste de l'hébergement collectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre individuelle ou il n'y a pas de chambre par famille. Ça reste des dortoirs, ça reste des espaces à partager, que ce soit des espaces d'accueil, que ce soit des espaces de restauration ou des espaces de nuit, les sanitaires également. Voilà, on est vraiment sur de l'hébergement collectif, type, si vous voulez, gîte de groupe, mais en site isolé.
Alors, il y a quelques refuges qui sont encore en travaux. Je pense notamment au refuge de Gramusset et du Couvercle. Où en sont ces travaux, justement? Alors, on est très content parce que justement, ça fait partie des opérations que l'on a décidé de poursuivre malgré la pandémie et malgré la diminution importante de recettes dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, ces deux bâtiments emblématiques de la montagne, en particulier de la montagne sur notre territoire Savoie-Mont-Blanc, vont pouvoir réouvrir cet été. Les travaux se terminent pour le refuge du Couvercle, devrait réouvrir au mois de juin. La commission de sécurité doit passer au mois de mai. Tout va bien. Et au refuge Gramusset, c'est une rénovation un peu plus importante. Il y a la construction d'un bâtiment moderne qui lui, va réouvrir dès cet été. Et cet été, on va terminer la dernière tranche des travaux, c'est-à-dire rénover le vieux bâtiment historique qui est juste à côté. Et ces bâtiments vont offrir justement à des publics vraiment différents la possibilité d'accéder en montagne. Le Couvercle, c'est l'alpinisme, c'est une offre aussi importante sur le ski de printemps. On peut y venir en famille, mais en immersion dans un milieu très très haute montagne. Gramusset, Pointe-Percée, c'est la chaîne des Aravis, c'est la proximité, c'est le Val de Thône, c'est la proximité avec Annecy, c'est la possibilité aussi d'accueillir des gens 10 mois sur 12 et de favoriser et enfin de faire en sorte que le développement d'une offre touristique 4 saisons, ça ne soit pas qu'un 20 mots, mais ça soit une réalité dans nos territoires et dans nos massifs. Alors ça, c'est pour décider cet été. Quels seront les prochains chantiers ? Alors les prochains chantiers, on en a d'autres aussi sur les Pyrénées, j'en parle puisque les habitants de notre territoire Savoie-Mont-Blanc vont aussi en montagne dans les Pyrénées. Donc dans les Pyrénées, on termine deux rénovations importantes, 2 reconstructions, même complètes, sur le refuge de Campanet-Loutou dans le massif du Néouviel et sur le refuge de Vénasque dans le Luchonnais. Cet été, on va attaquer les travaux d'un refuge emblématique du massif des Écrins qui est juste à côté de notre territoire, le refuge du lac du Pavé qui est dans le massif de la Meije, donc dans un endroit aussi emblématique de la montagne française. Et à terme, alors ça ne va pas être cet été, mais on est en train de travailler sur notre territoire pour les rénovations de 2 refuges aussi importants. Ce coup-ci, ça va être un peu plus sur le territoire savoyard que haut-savoyard, sur le refuge des Évêtes en Maurienne et le refuge de la Croix du Bonhomme sur le tour du massif du Mont-Blanc, mais côté Savoie, puisqu'il est dans le Beaufortin. Alors, est-ce que ces travaux vont permettre de rattraper le retard sur les refuges de nos voisins italiens et suisses, qui sont connus pour leur confort et leur qualité de leurs équipements ? Oui, alors il faut faire attention quand on dit ça, parce que c'est vrai que c'est ce que l'on a l'habitude d'entendre. Mais quand on fait de la montagne, et quand on fait de la montagne en Suisse, et quand on fait de la montagne en Italie, je peux vous garantir qu'il n'y a pas que des refuges avec du confort optimal. Vous n'avez qu'à aller faire la tournée du massif du Mont-Rose, par exemple, en haute altitude, et vous trouverez des refuges très 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 peu confortables, qui sont des vraies usines, où la convivialité laisse à désirer, et où la restauration, n'en parlons pas. Donc moi je réfute un peu cette idée que les refuges français seraient le dernier de la cordée des refuges européens ou des refuges de l'arc alpin. Je pense que c'est pas du tout ça, et je pense qu'en termes d'accueil, de chaleur et de restauration, on est même plutôt en tête de cordée. On a du retard, c'est pas qu'on a du retard, c'est que les bâtiments souffrent et que effectivement les contraintes du milieu montagnard font que c'est des bâtiments qui jusqu'à présent se dégradaient plus vite que notre capacité à les entretenir. On essaie justement de rectifier le tir avec l'aide des collectivités, avec l'aide de l'État dans le cadre du plan Avenir Montagne par exemple, et avec l'ensemble de la concertation de tous les acteurs du milieu de la montagne, en particulier les territoires, les offices du tourisme, les professionnels. Alors la FFCAM est aussi propriétaire de nombreux refuges de haute montagne. La semaine dernière, c'est le gardien des Grands Mulets qui s'interrogeait sur son rôle, mais aussi sur celui de son refuge, alors que les conditions d'accès se dégradent au fil des années, mais aussi quand les clients diminuent fatalement. Quelle est la position de la Fédération sur cette évolution et qui va certainement concerner plus d'un refuge dans les années à venir ? Et on le voit sur le refuge des Grands Mulets, bien sûr, on le voit sur d'autres refuges. Je pense à un refuge dans le massif des Écrins, juste à côté, refuge de la Pilate que nous avons dû fermer carrément parce qu'il y a eu un gigantesque glissement de terrain qui est lié au réchauffement climatique clairement et qui a fait que le refuge s'est carrément coupé en deux, s'est fendu en deux et c'est même l'ensemble du vallon de la Pilate qui est menacé. On ne sait pas encore si on pourra simplement aller dans ce vallon, sans parler de la question du refuge. Donc bien sûr qu'on est soumis, et je pense que tout le monde sait qu'en montagne, on voit bien plus qu'ailleurs les effets du réchauffement climatique. C'est
basculement complet. Et bien sûr, on a beaucoup d'inconnus aujourd'hui pour savoir quels vont être l'avenir de ces itinéraires, parce que c'est pas que l'avenir des refuges, c'est l'avenir des itinéraires complets qui sont en jeu, et donc l'avenir de ces bâtiments. Mais en même temps qu'on se pose ces questions, il faut aussi qu'on soit en capacité d'apporter notre pierre à l'édifice et de continuer à limiter nos impacts et à lutter tous ensemble par des petits pas, par des petites actions, mais aussi par des actions plus d'envergure pour justement encore y croire et contribuer à limiter ces catastrophes climatiques. Alors une dernière question avant de se quitter. Les activités outdoor connaissent un réel essor. C'est une tendance qui se confirme au regard du nombre d'adhérents ? Oui, alors le nombre d'adhérents, il a un peu baissé du fait de la pandémie, alors qu'il était en nette croissance depuis 2010. On a frôlé on a dépassé même les 100 000 licenciés, et qui est le record historique du Club Alpin. Le Club Alpin français, c'est 148 ans d'histoire associative. Et là, on a repris un bon rythme, et surtout, ce qui est intéressant, c'est la vie de nos clubs, puisque les licenciés viennent pour pratiquer et pour apprendre la montagne à travers les 420 clubs de la fédération, et la vie associative se porte bien, à retrouver des couleurs. Les gens ont retrouvé l'envie non seulement d'aller en montagne, ça s'est jamais arrêté, mais surtout l'envie de partager, d'apprendre la montagne ensemble. Il y a dans les prochaines semaines, les 18 et 19 juin, un événement de formation qui s'appelle le Grand Parcours Alpinisme, organisé sur le territoire, sur Chamonix, où c'est la 9e édition, et le succès ne se dément pas. D'année en année, il y a de plus en plus de gens qui veulent s'inscrire à ce genre d'événement, par exemple, qui montre aussi la vitalité, l'attrait pour la montagne et l'envie à tous d'apprendre la montagne ensemble. Eh bien, merci Nicolas Reynaud d'être venu sur notre plateau et de nous avoir accordé quelques minutes. Merci. Et puisqu'on parle d'activités touristiques en Pays de Savoie, la première semaine de vacances se termine et pour certains, c'est l'occasion de s'amuser avec des compagnons à quatre pattes, pas comme les autres. Il s'agit des lamas de Salagine, élevés dans l'Albanais. Depuis 12 ans, Dominique Griot propose des activités ludiques autour de cet animal originaire d'Amérique du Sud. Souvent taxés de sauvagerie, ils sont en réalité très sympathiques et bien dociles. On peut les brosser, les caresser et même les promener sur le site naturel de Crozani. Lucas Ruch les a suivis. Alors, est-ce qu'il crache le lama à votre avis ? Cette question revient sans cesse quand on parle de lui. Réputé têtu, ce mammifère originaire des Andes ne le serait pourtant pas. Pour prouver cela, Dominique propose depuis plus de 10 ans une activité découverte autour du lama. Après un premier contact, l'échange se poursuit par des caresses. Et il n'en fallait pas plus pour rendre heureuse la jeune Célia. Ils sont trop mignons. Tous ces lamas en fait. La découverte du camélidé s'enchaîne par une balade de 2,5 km dans les prairies de l'Albanais. Les clients du jour constatent que les lamas de Dominique sont sociables et dociles, de quoi lever leurs derniers a priori. C'est pas un animal coutumier dans la région, donc ça change, mais ils sont bien agréables parce que c'est tout calme et tout doux. On a tous lu Tintin, on a pas mal de choses sur eux, mais je les croyais plus sauvages que ça. Et en fait, non, c'est des bêtes bien sympas, toutes douces, c'est des gros nounours en fait, c'est super agréable. Tombé amoureux du lama il y a 15 ans, Dominique cherche à inculquer des valeurs de respect entre l'homme et l'animal. Souvent, les gens viennent encore une fois avec des a priori, donc c'est vraiment important qu'il y ait un contact avec les animaux pour justement respecter les animaux. Si on veut respecter les humains, moi je dis toujours, il faut déjà commencer par respecter les animaux. Donc c'est ce qui est vraiment important, quoi. Que ce soit avec le lama ou avec d'autres animaux, c'est pareil. Donc voilà, mais bon, le lama attire beaucoup le public, mais c'est vraiment découvrir un animal. C'est vraiment une rencontre en fait, c'est ça que je cherche à faire surtout, et puis c'est un respect après mutuel, quoi, voilà. Des balades comme celle-ci sont proposées tout le long de l'année. Capables de supporter des températures extrêmes, les 12 lamas de Dominique sont donc tout à fait adaptés au climat au Savoyard. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. À suivre la météo de Thierry Paulme. Juste après votre émission Panorama, Sébastien Germain vous emmène cette semaine découvrir l'école hôtelière de Thonon-les-Bains. Merci à la rédaction et à toute l'équipe technique pour cette édition. Vendredi, exceptionnellement, vous retrouverez une édition du journal tout en images. Ce dimanche, c'est le deuxième tour des élections présidentielles. Nous vous donnons donc rendez-vous à partir de 19h50 sur 8 Mont-Blanc pour suivre les résultats en Pays de Savoie. Lundi, c'est Sébastien Germain
qui présentera le journal. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée sur notre antenne. À très vite.